Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va réagir, on va react à une vidéo d'actualité de Hugo Décrypte qui est très intéressante concernant, vous savez peut-être entendu, Poutine, Trump, les essais nucléaires, qu'est-ce qui se passe? Trump veut relancer la course à l'armement nucléaire, mais dans un même temps demande à la Russie et à la Chine de réduire leur nombre de têtes nucléaires. Qu'est-ce qu'il en est? Vous allez voir, hein, il y a une petite analyse très intéressante là-dessus, mais on va react au fur et à mesure. J'ai vu que apparemment ça vous a plu ce genre de format, donc on va le diffuser de temps en temps sur la chaîne principale Touche pas mon YouTube et les chaînes secondaires. Donc n'hésitez pas à commenter et on va pouvoir démarrer tout de suite. Je vous invite à vous abonner, hein, bien évidemment, et de partager un maximum. Alors, parfois la vidéo traite de plusieurs sujets, mais moi on va s'intéresser au sujet principal. Écoutez ça. Octobre, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait testé donc un missile à propulsion nucléaire. Il s'appelle le Bourevestnik, qui veut dire littéralement l'oiseau de tempête, en tout cas qu'on sait bien prononcer. Selon lui, il s'agirait d'une arme, je cite, unique au monde, capable d'échapper à tous les systèmes de défense. Alors en pratique, il s'agirait d'un missile de croisière doté d'un réacteur nucléaire miniature, capable de voler pendant des heures et de parcourir jusqu'à 14 000 km, ce qui est assez pour atteindre en fait n'importe quelle grande ville américaine depuis la Russie. Il pourrait aussi manœuvrer pour contourner certains systèmes antimissiles. Alors attention, c'est important. Alors, je précise, hein, je fais un petit détail très rapide concernant les missiles. Vous avez les missiles qui vont directement droit au but. Nous avons, alors c'est facilement, il y a une distance, on peut les détruire assez facilement. Sinon, il y a les missiles balistiques qui sont un peu plus compliqués, c'est-à-dire qu'ils vont dans la stratosphère, ils vont haut dans l'atmosphère et redescendent en cloche. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a plusieurs points. C'est que si le missile est capable de se déplacer, ce qui est rare, c'est un très gros avantage. Enfin, pour le détruire, c'est compliqué. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vitesse. Et la Russie met une tollée aux États-Unis ou à qui que ce soit concernant la vitesse avec des missiles qui sont quasiment inarrêtables. L'Iran a utilisé quelques-uns de ces missiles face au dôme de fer israélien. Vous avez vu que c'est passé comme dans du gruyère, quoi. Donc il y a plusieurs éléments qui font que, hein. Donc je tiens juste à préciser, on poursuit. On précisait déjà que là c'est une communication qui vient de Vladimir Poutine, c'est donc un enjeu de communication et de propagande. Et d'un point de vue maintenant plus technique, il faut comprendre que ce missile, c'est pas une bombe nucléaire en soi, en fait c'est un missile propulsé par un réacteur nucléaire et qui est capable de transporter lui-même une ogive nucléaire. Et une ogive, c'est donc la partie d'une arme nucléaire qui contient l'explosif et qui provoque la destruction lors d'un déclenchement. Alors dans les faits, certains spécialistes doutent de la réelle efficacité de ce missile. Selon eux, c'est avant tout en fait une arme psychologique, un moyen pour Poutine d'impressionner ses adversaires, de rassurer ses alliés et de montrer à la population russe que son pays reste une grande puissance militaire. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est pas la seule annonce qu'a fait Vladimir Poutine. Il a aussi présenté une autre arme. Il s'agit cette fois-ci de Poséidon, un torpille sous-marin à propulsion nucléaire qui est censé être impossible, en tout cas en théorie, à intercepter. D'après la Russie, elle pourrait plonger à plus d'1 kilomètre de profondeur, se déplacer à plus de 100 km/h et transporter une ogive nucléaire de 100 mégatonnes, de quoi provoquer un tsunami capable de submerger des villes entières comme Londres ou encore New York. Alors là aussi, attention, beaucoup de vigilance à avoir. C'est difficile de savoir si cette arme elle est réellement opérationnelle ou alors c'est simplement une forme de démonstration de force par la communication. En tout cas, le message de la Russie est clair. La Russie veut rappeler qu'elle reste une superpuissance nucléaire. À noter, c'est un élément important, que Vladimir Poutine s'est retiré fin octobre d'un traité avec les États-Unis qui limitait la production de plutonium. Le plutonium, c'est une matière radioactive. Alors c'est Trump qui a craché sur tout ça, hein. Trump a craché sur tous les accords qui ont été signés de limitation, pareil avec l'Iran, pareil, hein, c'est Trump qui a craché sur ce qu'il en était, les accords qu'il y avait. Donc forcément les Iraniens, ils ont continué à travailler et pareil, hein, les Russes, les Chinois et ainsi de suite. Donc le problème, c'est que les États-Unis pensaient véritablement avoir la main contre la Russie, la Chine, l'Iran et tant d'autres pays. Il s'est rendu compte qu'ils sont en difficulté
difficulté, hein, qui n'ont pas les moyens, surtout que l'Occident, dont les États-Unis, sont ultra endettés, sont en difficulté, que les pays dégringolent, là où les pays sont, c'est l'adolescence pour eux. Hein. Là où c'est l'EHPAD du côté des États-Unis et de l'Europe, du côté des pays d'Asie, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient et la Chine, la Russie, etc. C'est des ados, hein. Ils sont vigoureux, ils ont un bel avenir, et ainsi de suite. Et donc Trump essaye un petit peu de limiter. Hein. C'est comme quelqu'un qui veut se battre, il provoque, mais dès qu'il se rend compte qu'il a plus la main, il dit pouce. Hein. Active utilisée pour fabriquer des armes nucléaires. Et ce traité, il avait été signé en 2000, il a été amendé ensuite en 2010. Il visait en fait à réduire les stocks de plutonium des États-Unis et de la Russie afin d'éviter une prolifération excessive d'armes nucléaires. En réalité, en 2016, Poutine avait déjà ordonné la suspension de la participation de la Russie à ce contrat. Mais donc, eh bien là, c'est une forme de dénonciation formelle, une nouvelle qui montre en quelque sorte eh bien, le positionnement de la Russie. Bon, mais dans toute cette histoire, il n'y a pas que Vladimir Poutine. Il y a aussi Donald Trump qui a annoncé la semaine dernière reprendre les essais nucléaires aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Donald Trump a justifié sa décision en affirmant que d'autres pays, la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou encore le Pakistan selon lui, menaient déjà des essais, mais sans en parler publiquement. Et ses premiers propos étaient vagues. Est-ce qu'il veut réellement faire des essais d'explosion nucléaire réels? Si jamais c'est le cas, ce serait inédit pour les États-Unis depuis 1992. Alors un peu plus tard, son ministre de l'énergie, Chris Wright, a rapidement précisé que ces tests, ce seraient en réalité des explosions non critiques, c'est-à-dire des essais qui testent tous les composants d'une arme nucléaire sans provoquer de véritables détonations atomiques. Et l'objectif en faisant ça, donc, et en ne faisant pas une réelle explosion, c'est de respecter déjà les accords internationaux et puis de limiter la prolifération et les risques environnementaux et en matière de santé qui sont très importants. Et d'ailleurs, l'histoire montre qu'il y a eu un certain nombre d'essais nucléaires, y compris d'ailleurs en France, on a déjà parlé sur la chaîne, qui ont eu un impact important, notamment sur la santé et sur l'environnement. Bref, en tout cas... Effectivement, dans les îles, hein, Polynésie, etc., la France a fait des explosions nucléaires énormément, hein, sans pitié, hein, aucune gêne, quoi. Et aussi dans le désert du Sahara en Algérie. Et ben ça crée des dégâts, hein, encore actuellement. En plus, bon, ils ont enfoui des comment on appelle ça, des déchets nucléaires, mais il faut savoir que ça pollue une zone, et après bon, t'as des animaux qui vont manger des plantes qui sont radioactives et puis ainsi de suite, et au final ça revient à l'humain. Tôt ou tard, de toute façon, tout est interconnecté. Tu as pu lâcher plein de bombes en Polynésie, dans la mer, etc. D'accord, mais en attendant, ça a créé des radiations, les poissons ont absorbé ça, qui se sont fait manger par d'autres poissons, le pêcheur pêche tout ça, et nous, ça se retrouve dans notre assiette, et on se retrouve avec de la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais bon, bref. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis 1997, les États-Unis, ils font donc des tests non critiques et ils font aussi ce qu'on appelle des essais sur vecteurs. Par vecteur, ici, on entend en fait des missiles. Donc, ça peut être des missiles, des sous-marins ou des avions capables de transporter une arme nucléaire, mais sans déclencher donc l'explosion atomique elle-même. On teste bien donc en quelque sorte ceux qui les transportent. Et ces essais, ils sont légaux et ils ne violent pas les traités donc sur les essais nucléaires. En fait, depuis l'instauration de ce moratoire et donc de ces traités, il y a seulement certains pays qui ont réalisé de véritables explosions. C'est le cas de la Corée du Nord avec 6 essais entre 2006 et 2017. On peut aussi parler de l'Inde ou encore du Pakistan en 1998. Mais donc ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de la question donc de cette légalité et de ce respect des traités, ces annonces, elles s'inscrivent dans un contexte où la course à l'armement, et plus précisément ici, la course à l'armement nucléaire reste un sujet extrêmement surveillé. Alors pour autant, faut-il craindre réellement une guerre nucléaire? En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'aujourd'hui, alors oui, il y a des actes avec des essais qui sont menés, mais c'est surtout... Alors, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, ou ce qu'il va dire, en disant que c'est juste de la com, etc. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Trump, vous le connaissez, il est vraiment... il est soumis à certains lobbies, hein, autant on peut valider certaines de ses propositions de loi, etc., mais il est soumis à certains lobbies. Vous remarquerez que, par exemple, il dénonce, au moment où ils perdent leur hégémonie, il dénonce le fait que la Chine, en fait, il aimerait bien que la Chine n'ait pas d'armement nucléaire, que la Russie, que le Pakistan, la Corée du Nord. Je veux bien, mais il oublie dans tout ça un pays, Israël.
Et on est bien d'accord que, à l'heure actuelle, il y a un seul pays qui a commis toute une barbarie, qui n'a pas respecté les lois internationales, c'est Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait plutôt s'inquiéter de que ces gens aient l'arme atomique. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas une volonté de Poutine, enfin d'Israël, de créer un monde dénucléarisé, alors je peux dire le terme, excusez-moi, sans bombe nucléaire pour les pays, mais Israël serait le seul pays à avoir cette arme et donc un moyen de pression sur les autres pays. Vous remarquerez d'ailleurs que le système Soros et le monde où on va, vise à expliquer qu'il n'y a pas de frontières, que tout le monde doit être uni et ainsi de suite, qu'il ne faut pas forcément respecter la culture des gens, il faut absorber, on est machin, mais par contre Israël, si. Hein, Israël, il n'y a pas de souci. Israël est un pays, là, oui, avec des frontières, c'est assez étonnant, mais bon, voilà. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais on poursuit. Menée donc par plusieurs pays. On peut penser donc ici à la Russie, c'est l'un des deux pays qu'on analyse aujourd'hui. Depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022, Poutine agite régulièrement la menace atomique pour impressionner l'Occident et pour montrer la puissance de la Russie. Et ces annonces, elles relèvent surtout d'un effet psychologique et d'une volonté donc de démonstration de force. De leur côté, les États-Unis, ils modernisent leur arsenal et ils effectuent des tests là aussi pour tenter de maintenir leur crédibilité et leur dissuasion. Le tout sans violer donc les traités. Ce qui est sûr en tout cas aujourd'hui, c'est que l'équilibre mondial, il repose sur cette dissuasion-là. La peur mutuelle d'une destruction totale continue à limiter le risque d'un affrontement nucléaire direct. Pour autant, la situation reste fragile et toute erreur de calcul ou mauvaise interprétation peut vraiment créer des tensions. Et c'est ce qu'on avait observé d'ailleurs pendant la guerre froide avec cette crainte de déclenchement à terme d'une guerre nucléaire. En tout cas, je me permets de vous en parler ici puisque elle est sortie hier. On a sorti hier notre bande dessinée Hugo. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la doctrine Samson. Hein. Il faut savoir que la majeure partie des pays, pour beaucoup, certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi le monde a peur d'Israël, contrairement à la Russie. Pourquoi on sanctionne la Russie? On est capable de sanctionner la Russie sur tous les domaines, mais pas Israël, alors qu'ils ont commis un génocide, tout ce que tu veux, etc. À cause de la doctrine Samson. Il faut savoir qu'Israël est pas un pays viable. Économiquement, il y a rien en fait. Ils sont obligés de vivre des aides des pays occidentaux. Israël a peur parce que l'Occident est en train de s'effondrer. S'il y a plus d'aide, le pays s'effondre. Mais ils tiennent à préciser que comprenez que l'arme nucléaire israélienne n'est pas faite pour être envoyée sur l'Arabie Saoudite. Elle n'est pas faite pour être envoyée sur Gaza. De toute façon, s'ils envoient sur Gaza, ils vont se prendre le nuage et Israël va déguster. Il faut bien que vous compreniez que c'est fait pour viser Paris. C'est fait pour viser Milan. C'est fait pour viser Rome. C'est vraiment, personne ne s'en cache pas. Vous regardez la doctrine Samson. C'est un moyen de pression sur les pays occidentaux en disant on a l'arme nucléaire. Faut bien que vous compreniez une chose. Si Israël perd et est en difficulté, on lâchera tout notre arsenal sur l'Europe. Et c'est pour ça que vous devez nous soutenir. Et moi, je pense à raison, l'Europe considère que ce n'est pas une menace en l'air, qu'Israël, les Israéliens, sont véritablement capables, si on les empêche d'avoir le Grand Israël. Sauf que le problème, c'est que le Grand Israël n'a pas de limite. Donc au bout d'un moment, soit on ne dit rien, on les laisse prendre C'est-à-dire que si c'était pour s'occuper que des Palestiniens, tout le monde s'en fout, je vais pas vous mentir, les Européens, tout ça, ils s'en fichent. Mais au bout d'un moment, ils se disent... C'est où le juste milieu? Si on ne dit rien, au bout d'un moment, ils vont conquérir même carrément toute l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Bon, tu me diras, le Moyen-Orient, c'est un peu déjà le cas. J'ai envie de te dire, le Grand Israël, ça leur appartient déjà. Mais il y a un moment, il faudra qu'on dise stop. Et à ce moment-là, le pays Israël ça sera des continents, quoi, carrément. Donc, doctrine Samson. Regardez, vous verrez, c'est très intéressant. Et je pense que Trump joue un rôle dans ça en voulant affaiblir tous les pays qui ont l'arme nucléaire, mais vous remarquerez qu'il ne s'exprime jamais sur l'arme nucléaire israélienne. Voilà en tout cas pour cette analyse. Alors il aborde d'autres sujets, mais moi là il s'agit pas de montrer toutes les vidéos d'Hugo Décrypte, mais juste certains sujets qui m'intéressent. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, si vous appréciez le concept, on continuera à le faire. Des bisous à tous, abonnez-vous, partagez un maximum.